on avait déjà travaillé ce genre de sujet sous le mandat de Jean-Yves, hein, mon prédécesseur, aux côtés de Jean notamment, on s'en rappelait en... Le frelon à droite, jaune avec des bandes noires, donc une grosse guêpe, hein, frelon commun. La face de la tête est orangée. Ici, on a plutôt une face de la tête jaune. Par contre, il a des pattes jaunes. Alors, plus avec des pattes oranges, ça aurait été beaucoup plus simple, mais ils ont mis des pattes jaunes, contrairement à l'autre, ont des pattes brunes. Donc, il y a quand même une différence qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire. La reconnaissance des nids, les petits nids primaires. Ça, c'est le nid primaire. Donc, on trouve dans les abris de jardin, on verra. Le nid primaire n'est pas imperméabilisé, donc le nid primaire n'est pas en plein milieu des bois. Il va être autour de chez vous, dans vos vents, cabanons, etc. C'est pour ça qu'il y aura une période où il faudra essayer de les observer et de les détruire en toute intelligence, on y reviendra. Donc là, c'est deux référents frelons de Plougoumlan, M. Camus et puis Fontaine, qui sont tombés sur une fondatrice qui est en train de commencer son nid. Donc ça va commencer là, bientôt. Puis ils sont dit, au lieu de la détruire, ils sont revenus à J+2, J+4, J+5. Vous voyez l'évolution de la fabrication donc, du nid primaire, donc J+16. Bon, après J+16, ils se sont dit, on va peut-être arrêter. Mais vous voyez, en 15 jours, elle fabrique, et vous voyez, au bout de 4 jours, déjà, on voit l'emplacement où elle va pondre ses œufs. Donc ça va très très vite. En 15 jours, le nid est fait, on commence à pondre. C'est-à-dire que quand il commence à pondre, 3-4 semaines après, on commencera à voir dans ce nid primaire les toutes premières ouvrières. Les nids secondaires, donc si on n'a pas bien fait ce qu'il fallait, donc on risque d'avoir les nids secondaires, on y reviendra tout à l'heure, durant l'été. Contrairement au nid primaire, comment reconnaître un nid secondaire? Il est déjà plus volumineux, mais vous voyez le trou d'entrée, il est latéral, alors que les petits nids primaires, tant que le trou est par-dessous, on est sur un nid primaire. Quand il y a délocalisation, soit ils agrandissent le nid, soit il y a délocalisation et ils refont un nouveau nid. Le nid secondaire, lui, il sera beaucoup plus volumineux, on sera plus courant juillet-août, hein, mais le trou est latéral. Donc il peut être, on verra, hein, dans les arbres, dans les haies, dans les boussins, il ne sera que. Le cycle biologique, juste pour essayer de comprendre, donc là on est sur l'émergence des fondatrices, elles vont commencer, hein, dès qu'on va à 10-15 degrés, elles sortent d'hibernation, et hop, elles commencent à trouver un petit endroit, hein, donc elles vont trouver, comme on l'a vu tout à l'heure, soit un auvent, cabanon, donc à l'abri, autour des maisons, hein, un support pour faire son petit nid primaire durant avril-mai. On vous dit à peu près le temps qu'elle fabrique son nid, 4 semaines après on commence à avoir des toutes premières donc, ouvrières, on est fin mai, ouais, courant mai. Ces ouvrières vont soit agrandir le nid primaire, soit il va y avoir délocalisation, quand vous avez un bon pamplemousse, etc. Donc il commence à avoir des individus, donc soit ils vont décider, alors, pour cette raison, d'agrandir ce nid primaire qui deviendra le nid secondaire au même endroit, soit il va y avoir une délocalisation, ils vont aller dans les haies, les arbres, ils vont faire au courant de l'été, donc c'est les ouvrières du nid primaire qui font ce nid secondaire. Et quand ce nid secondaire est fabriqué, la fondatrice du nid primaire se barre et elle va dans le nid secondaire. Et là, donc à partir de là, elle ne sort plus, c'est pour ça que ça ne sert plus à rien de piéger, mais on y reviendra. Continuer à pondre des ouvrières, et puis durant l'été, commencer à pondre les futures fondatrices. Il va en sortir d'un nid secondaire, donc à partir d'octobre-novembre, sur les 2 mois, entre 250, ça rend du simple au double, à 500 fondatrices qui vont sortir donc de ce nid secondaire progressivement entre, je dis, octobre-novembre. Donc fin novembre, l'ensemble des 250-500 fondatrices ont été fécondées, plus ou moins, donc celles-là sont parties. Il ne restera courant après novembre-décembre que des mâles et des ouvrières. C'est vrai qu'on dit déjà, à décembre, vous dites que tout le monde est parti. Non, tout le monde n'est pas parti. La descendance, entre guillemets, elle est partie se remiser dans les tas de bois, dans les maisons, etc., passer l'hiver. Et puis celles qui sont fécondées recommenceront un nouveau nid au printemps. Mais il n'est pas rare qu'au mois de décembre, on a encore des activités. Au mois de décembre, l'activité, c'est principalement des mâles qui vont rester, qui vont mourir naturellement, ou des ouvrières. C'est pour ça qu'on conseille aussi, on donne des conseils, que traiter un nid au 15 décembre, ça ne sert plus à grand-chose, même s'il y a une activité. Alors, sauf s'il est dangereux, proximité, ben, voilà, on va le traiter, mais sinon, ça ne sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est taper sur la descendance, c'est bien de descendre un nid, septembre-octobre. Faut-il encore le trouver? On trouve beaucoup de nids trop tardivement, on va les détruire en décembre, on est content, on a fait du bon boulot. Vous savez, la population qu'il y avait, ouais, mais la descendance est partie, et il va falloir l'année suivante, au printemps, penser à piéger, parce que malheureusement, descendre un nid au mois de septembre, s'il est bien fait, là on fait du bon boulot. Descendre un nid au mois de décembre, c'est pas bon, c'est pas la peine de mettre 80-90 € dans la destruction d'un nid secondaire au mois de décembre.
ça ne sert plus à rien malheureusement. Sauf qu'il est dangereux. Voilà un peu le cycle, c'est le cycle de l'hydra pour essayer donc, de comprendre comment ça fonctionne. Là, c'est une situation, ça, vous trouvez ça sur le site du Muséum de Paris, hein. Donc au 26 janvier 2022, la situation, il n'a pas encore mis à jour en 2023, hein. Mais voilà le point où il est arrivé en 2004 chez nous, en France, donc c'est un horticulteur, c'est vu comme ça, puisque visiblement l'année suivante, quand il avait commandé sa poterie, l'année suivante, il y a eu quelques nids autour de chez lui, donc on a fait le lien, j'avais commandé de la poterie, effectivement, la poterie est venue, mais pas toute seule, la poterie made in China. Et surtout, le Vespa Velutina nigritorax, il était sur cette contrée où la poterie venait, donc il y a de fortes chances que c'est la poterie de Chine chez cet horticulteur qui a commencé en 2004. Vous voyez, en Morbihan, on a eu en 2011 les premiers nids de la Roche-Bernard, donc ça fait quand même 12 ans qu'il est chez nous. Et puis voilà, au 26 janvier 2022, l'Angleterre est touchée, ça c'est la Belgique. Il y a l'Espagne, la Suisse un petit peu. Alors la Suisse, on est surpris, mais bon. Là, ça aussi, c'est par rapport au retour que le muséum a. Donc s'il n'y a pas de signalement, il ne peut pas. Voilà, c'est en fonction des retours de signalement qu'il a. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, vous voyez, de 2004, ben voilà l'extension du frelon asiatique sur notre territoire est bien au-delà. Les risques, bon, vous connaissez, risque de la filière apicole, c'est surtout durant l'été, hein, où pour alimenter ces 250-500 futures fondatrices, c'est la descendance, il faut en prendre soin, donc il y a une période, il faut de la protéine. Donc c'est pour ça qu'ils vont rucher, mais pas que. C'est en gros 50% le thorax des abeilles qui est riche en protéines, elles se mettent en stationnaire, elles attaquent l'abeille, elles coupent la tête, elles coupent les pattes, elles coupent l'abdomen. J'ai pris une photo où j'ai vu le faire, la pauvre, le bien-être animal, là, elle doit souffrir, la pauvre abeille. Elle broie donc le thorax et puis retourne au nid pour alimenter ces futurs larves. Parce qu'il faut absolument avoir de la descendance. Donc il y a une grosse impact sur la filière apicole. Il y a aussi, comme c'est 50% les abeilles et 50% d'autres insectes pollinisateurs qui sont touchés, le thorax des guêpes, etc. Un nid de frelon asiatique sur toute sa saison, s'il est trouvé trop tardivement, il consomme en gros entre 11 et 18 kg d'insectes. Il y a un peu d'abeilles, 50%, mais il y a aussi 50% d'autres insectes pollinisateurs. Pourquoi j'en parle? Parce que, comme tout à l'heure, que dans les pièges, on prend quelques insectes, on nous tape dessus. Moi, je préfère faire du préventif et d'avoir moins de nids secondaires. Quand on sait qu'un nid secondaire non détruit à temps mange entre 11 et 18 kg d'insectes, il faut peut-être accepter, pour une bonne cause, de prendre quelques insectes dans le piège, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il y a un aussi filière apicole, on n'a pas que la biodiversité. Il y a un risque aussi pour la production arboricole, puisqu'en fin de saison, en début de saison, c'est du sucre, c'est pour ça qu'on piégera auprès des fleurs, etc. Durant l'été, c'est plus de la protéine pour alimenter les larves. Et en fin de saison, avant d'aller hiverner, donc ça va être sur du sucre et on va trouver beaucoup ces frelons sur les tas de pommes. Si vous avez des pommes, etc., vous allez les ramasser. D'ailleurs, il y a un risque de piqûre. Mais bon, chez vous, elle est abîmée, prenez votre couteau, vous enlevez la partie piquée. Un arboriculteur, si la pomme est abîmée, elle ne peut pas être vendue. Ça peut avoir un impact économique et c'est vrai qu'ils vont pas mal sur les pommes. Donc les fruits abîmés. Il y a un impact sur la santé publique, bien sûr. Bien que la piqûre, le frelon asiatique, la piqûre de frelon asiatique n'est pas plus dangereuse que celle du frelon commun, donc souvent plus douloureuse. Voilà, certaines personnes, j'ai un responsable moi, sur la Chapelle-Neuve, il s'est fait piquer par 7 frelons asiatiques, il était à la chasse, et puis le chien était à l'arrêt, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une perdrix en faisant, puis vous voyez pas, il était dans les ronces, couleur de ronces, etc. Je demandais au chien d'avancer, le chien ne voulait pas avancer, c'était peut-être un sanglier, il n'était pas un sanglier. Je dis, je vais voir, je tape sur les ronces, on va voir qui part. Qui part, c'était le nid de frelon. Forcément, il a eu cette piqûre, le chien aussi. Tant qu'il arrivait chez le médecin à Beauce, ça commençait à lui tourner. J'ai dit, oui, il y avait cette piqûre. Une personne sensible, il n'aura pas fallu cette piqûre. C'est pour ça, c'est pas plus dangereux, c'est ça. C'est-à-dire que n'est pas trop je dirais, sensible aux piqûres d'hyménoptères, mais voilà, c'est pas plus dangereux. Par contre, c'est vrai que l'approche du nid, les attaques par rapport aux frelons communs, aux guêpes, sont beaucoup plus virulentes, beaucoup plus, il réagit beaucoup plus vite, donc c'est pour ça que c'est un peu une pluie de graines qui lui tombe dessus. Donc c'est souvent l'effet de masse et les multi-piqûres que vous aurez avec un nid de frelon asiatique, que vous aurez moins avec un commun, qui fait qu'il y a encore des accidents. Et cette année, on va voir que les nids sont relativement bas, on y reviendra. Il y a eu pas mal de
de personnes qui ont été touchées, piquées, puisque ils ont été taillés les haies. Il n'y a rien, ils sont tellement discrets, il faut taper dans le nid pour qu'ils réagissent. Combien de personnes ont eu des nids mais à 2-3 mètres de la maison, et puis c'est quand ils ont pris taillé le camélia au squishy au mois d'août, qu'ils se sont fait piquer, alors que le nid, il était là depuis 2-3 mois à 3-4 mètres, 4-5 mètres de la maison. Ce n'est pas les frelons communs qui sont sensibles à la lumière, ceux-là sont pas. Donc vous les embêtez pas, ils vous embêtent pas. Si vous allez avec la débroussailleuse ou le taille-egg, vous les titillez, là ils sauront réagir. C'est là que souvent il y a des accidents. Les services techniques des communes, la ville de Vannes par exemple, ils se sont fait piquer plusieurs fois. Ils n'ont pas pris soin, et c'est vrai que de taper dans la haie avant de prendre le taille-egg, c'est vrai que ça paraît, on voit quelqu'un taper dans la haie avec un bâton, il est devenu fou. Eh ben, pas tant que ça, puisqu'ils sont tellement distraits qu'il vaut mieux. Et puis si ça part, on a le temps de bouger. Quand on a les lunettes, le casque, on est en train de tailler, on dit qu'est-ce qui nous pique, c'est un peu tard. Courir avec un taillet, etc., on ne court pas si vite. Donc voilà, c'est des conseils qu'on peut apporter aussi pour éviter le service technique, mais la population, quand vous allez tailler vos haies au mois de juillet-août, il faut être très prudent. C'est pas parce que vous n'en avez pas vu qu'il n'y en a pas. Par contre, si le taillet passe à côté, là il va forcer sauf petit peu. Donc tout ce qu'opération de taillage, de débroussaillage, et bien sûr, d'élagage. Voilà les principaux risques. Les moyens de lutte, je passe rapidement parce qu'on y reviendra, le piégeage des fondatrices au printemps, avec des pièges le plus sélectifs possible, parce qu'on se fait taper sur les doigts par des associations de protection de la nature, donc il faut prendre du frelon, savoir que ça marche, mais il faut donner aussi une image respectueuse dans l'environnement. Puis aujourd'hui, s'il y a un message d'une collectivité, c'est essayer dans le sens, d'ailleurs, au niveau national, on dit qu'on doit lutter contre une espèce exotique envahissante, c'est le cas, mais il ne faut pas qu'en même temps qu'on lutte contre cette espèce, on aille au détriment des espèces autochtones. C'est un peu la règle. Donc c'est pour ça qu'il y a moyen de faire du prélèvement du frelon asiatique, de fondatrice, tout en essayant de respecter au mieux l'entomophone. Sur une période courte, on y viendra, avril, mai, pour les particuliers, on voit trop de pièges qui durent en juin, en juillet, en août, où là c'est plus productif, on verra avec des apiculteurs, c'est différent. Quand on a une ruche qui se fait attaquer, on continue à piéger toute l'année, ça je comprends, mais c'est pour protéger le rucher. Là, le piégeage des fondatrices au printemps serait vraiment pour taper sur les mères avant qu'elles fabriquent le nid. C'est vraiment pour abaisser donc, les populations. Avril-mai, à partir de fin mai, ça ne sert plus à rien de piéger. Je dis bien que pour les particuliers, les apiculteurs, ce n'est pas le cas. Piégeage des ouvrières en été auprès des ruchers. Donc, ce que je viens de dire, là, les apiculteurs peuvent continuer pour protéger leurs ruches s'ils sont attaqués. Et puis, l'autre moyen de lutte, c'est l'élimination des petits nids primaires. On y reviendra. Et puis, donc celui-là, et puis, les nids secondaires, il y en aura toujours, malheureusement, où là, je vous dis, on fait plutôt appel à des professionnels, puisque le nid est beaucoup plus chargé en individus. Alors, le plan d'action, c'était l'initiative fin 2014. De 2011 à 2014, tous les appels des administrés morbihanais ont passé par la FDG. Donc, moi et l'assistant, durant l'été, je ne vous dis pas, sachant qu'au début, il y avait un frelon asiatique et puis il y avait 9 frelons communs, on mélangeait un peu tout. Donc, ça devenait un peu envahissant. Et puis, lourd surtout à gérer, c'est l'initiative de Joël Labbé qui avait fait une réunion fin 2014 à Saint-Nolf, où il avait d'ailleurs convié tous les élus et dit voilà, il faudra essayer de réorganiser les choses, et ce qui serait bien, donc, le comité de pilotage, donc il y a Joël Labbé, c'est sénateur responsable abeille au Sénat, c'est pour ça qu'il s'en est occupé, il y avait donc la FDG non, il y avait donc le conseil départemental, l'association des maires, la DDTM et les apiculteurs. Les apiculteurs, il y a le syndicat des apiculteurs et puis le groupement de défense sanitaire, donc apicole. Donc on a déterminé une ligne de conduite et puis surtout, aujourd'hui, essayer de démultiplier les forces que chaque commune, on avait sollicité par le biais de l'association des maires, les collectivités, à ce qu'elles nomment des référents frelons. Donc on a aujourd'hui, je vous dis, entre 300 et 350 référents frelons sur le département. Son rôle, c'est d'accompagner les administrés, comme l'administré du Michariac, que soit il téléphone chez nous au départ, ou soit il téléphone, c'est Samuel qui nous a rejoint. Salut Samuel. Voilà, donc c'est essayer que vous avez une personne locale, vous pouvez vous appuyer pour organiser la destruction des nids. Donc c'est d'accompagner les administrés sur toutes les questions liées aux phronésiques. Ça peut être surtout quand il y a une aide, il y a des communes qui apportent une aide financière à la destruction des nids. Donc quand il y a une aide financière, il faut que ça passe par un minimum par la référence, de façon à justifier le frelon asiatique. Aujourd'hui, on a à peu près 50% des collectivités morbihanaises pour apporter une aide, soit Comcom, soit commune, soit Comcom et ou commune. On arrive à peu près à 50% des collectivités du Morbihan qui ont apporté une aide à la destruction des nids. Donc, s'il y a un peu d'argent public, il faut quand même que ce soit cadré et puis qu'on n'essaie pas passer du frelon commun ou de la guêpe pour du frelon asiatique. C'est là aussi que le référent a bien sûr son rôle.
C'est aussi mettre à disposition les entreprises de destruction, ça c'est plus pour les nids secondaires. Hein. On a aujourd'hui 31 ou 32, en 2023 on aura 32 désinsectiseurs sur le département qui sont référencés chez nous, c'est-à-dire qu'ils ont signé une charte de bonnes pratiques de destruction, comment bien détruire les nids de frelons, c'est ni plus ni moins la recommandation de la DGL là-dessus. On a déterminé avec eux des tarifs plafonnés en fonction de la hauteur, de façon à cadrer tout ça. Moi, avant qu'on ait mis ça en place, moi j'ai vu des collectivités qui ont payé la destruction d'un nid de frelons asiatique, ça leur a coûté, j'ai vu la facture, je pensais qu'il y avait un zéro de trop, maintenant, à 1500 €. Forcément, ils n'étaient pas équipés de cannes, donc dès qu'il y a un nid en hauteur, voilà, il faut que je loue une nacelle. Avant de commencer, il y en avait pour 400 €, plus le chauffeur, plus le travail, plus le traitement. Et le produit qui a payé 1500 € un nid à 20 ou 22 mètres. On s'est dit, ben, le frelon il vole encore, mais il va falloir cadrer tout ça. C'est pour ça que sur la charte, ils respectent bien sûr les tarifs et on leur demande qu'ils ont une canne télescopique. Donc c'est vrai qu'une canne télescopique 20 mètres, c'est 2500 €. Bon, ça vite amorti après. Mais voilà, de façon à éviter, j'ai rien contre les éleveurs de nacelles, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, il faut essayer de détruire le maximum de nids pour que ça coûte le moins cher. Et celui qui n'a pas de canne télescopique, il n'est pas dans le coup pour du frelon asiatique. Donc ici, il y a une charte, il respecte les tarifs. Il a bien sûr un certificat puisqu'il faut une obligation là-dessus. Et puis, ils sont chargés aussi, les référents, de remonter éventuellement s'il y a des anomalies de destruction, etc. On a juste un cas, il y en a un qui n'est plus sur la liste, qui faisait un peu de bêtises. Autrement, les autres, vraiment, on n'a pas de retour négatif. Et ça, c'est les référents. Si vous voyez que les insectiseurs ne suivent pas scrupuleusement la charte ou dépassent les tarifs, puisque les référents, bien sûr, ont des tarifs maximum, il faut nous souligner, mais là-dessus, on n'a pas de soucis. Deux actions de régulation, il y en a qui ont été choisies dans ce plan d'action. Un piégeage des fondatrices au printemps, donc un piégeage avec des pièges sélectifs recommandés, les dates de pose de retrait, les emplacements du piège. On va voir qu'il faut cadrer la chose, il faut piéger, mais de manière intelligente. Et puis, bien sûr, la destruction des nids primaires et secondaires, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, par des professionnels, soit la liste des insectiseurs référencés FDG donc. Alors, de mai à novembre, c'est ce qu'on leur dit aussi, de mai à novembre. Après, si à l'administré veut absolument que le désinsectiseur descende le nid au 15 décembre, parce que moi j'ai peur, même s'il n'y a plus, le client est roi, il va payer, mais on est là aussi pour renseigner au mieux les collectivités, les particuliers, mais ton nid il est vide. Ah non, je veux d'individu, ouais, mais il est vide de fondatrice. Donc, que tu l'enlèves ou que tu ne l'enlèves pas, l'année suivante, il y aura autant de semences. C'est le conseil qu'on peut apporter. Après, le client s'il veut, mais les désinsectiseurs savent qu'à partir début décembre, ils demandent si vraiment vous voulez absolument le détruire, puisque ce n'est pas justifié. C'est aussi leur rôle. Et toute la communication de ces informations le fait depuis 2015, donc c'est la FDG donc. Donc le bilan, là, on est en train de préparer, vous allez recevoir la semaine prochaine le bilan 2022, qu'on va voir tout à l'heure, comment on s'organise, la liste des insectiseurs, les tarifs, enfin toute la documentation. Et donc la FDG donc, on envoie ça à toutes les mairies, vont être informées, tous les référents, bien sûr, et puis toutes les communautés de communes, on informe aussi, parce qu'on a 3 communautés de communes qui participent financièrement. On a Pontivy, OBC ne participe pas, mais on a Pontivy communauté, secteur Pontivy, Roi-Morvan communauté, secteur Savoie-de-Gourin, et puis la Comcom de Belle-Île. On avait Vanaglo avant, et Vanaglo c'est des engagés, mais on a heureusement des collectivités qui prennent. Je dis, on arrive à peu près à 50% d'aide par des communes ou communautés de communes. Les chiffres en 2022, voilà, donc on a questionné bien sûr tous les référents. Les désinsectiseurs sont censés nous redonner aussi ce qu'ils font, ça permet de croiser les chiffres. Donc vous voyez en 2022, on a eu 560 petits nids primaires, mais surtout le nid secondaire ont explosé par rapport à 2021. De 2064, on est passé à plus de 5000, donc on a multiplié par 2,5 le nombre de nids par rapport à 2021. On était à 3005 donc l'année avant. Vilaine plus de 8000, Côte d'Armor plus de 8000, Finistère entre 6 et 8000, La Manche, mon collègue de La Manche, ils sont à plus de 9500 nids, ça a explosé aussi, même, ils sont explosés vraiment en plus, mais bon, c'est des départements aussi qui ne promotionnent pas du tout donc le piégeage. L'évolution, voilà, du nombre de nids, les 5 premiers nids en 2011, quand ils sont arrivés donc sur le Morbihan, vous voyez, on n'a fait que grimper pour en arriver à plus de 5000 en 2016, et après, ben voilà, une année faible, une année forte, une année faible, une année forte. Et puis 2022, on est remonté bien. On a eu aussi toutes les conditions favorables, un printemps favorable pour l'installation des fondatrices. Ce qu'il faudrait pour casser le cycle, il faudrait qu'il y ait du temps doux maintenant, ça sort. Et puis un -3, -4, ça ne va pas plaire à ceux qui ont des fruits. Un -3, -4 à mi-avril, elle est sortie. Pendant l'hiver, il se procure de l'antigène, une sorte d'antigène, donc il peut faire relativement froid.
ça tue pas beaucoup de fondatrices, elles sont souvent même ensemble. Par contre, quand elles sortent, elles ne se préoccupent plus d'antigènes. Et s'il y a un coup de froid, donc c'est là que il y a de la casse. Il y a de la casse sur autre chose aussi. Mais on a une année, je crois que c'est 2021, sur le secteur de Gourin, là-bas c'est le nord. Mais ils ont eu un -3, -4 mi-avril. Ça a permis d'éliminer pas mal de fondatrices parce qu'elles étaient sorties en train de faire leur nid. Ça n'a pas été le cas en 2022, tout a été favorable pour que on retourne, vous voyez, pratiquement au niveau de population de 2007. Bon, normalement, cette année, ça devrait baisser, si on suit la courbe, mais ça, on verra en fonction. Déjà, si vous mobilisez pour lutter, il devrait y en avoir un peu moins, mais les conditions météo, on verra ce que ça va donner. Là, les statistiques, ça c'est les désinsectiseurs, vous voyez, les premiers nids problématiques, les 5 en 2011, c'était plus de 15 mètres et puis dans les arbres, ça a bien changé. Là, vous voyez, sur tout ce qu'ils nous ont donné les désinsectiseurs, on est à 59% des nids en 2022 qui ont été de 0 à 5 mètres. Donc ils ne sont pas très hauts, donc proches des hommes. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation aussi des cas de piqûres, d'accidents. 20% de 5 à 10 mètres, 12% de 10 à 15 mètres, et puis on a 9% supérieur à 15 mètres. Vous voyez, ça évolue. Au début, ils étaient à hauteur, et puis là, ils ont tendance à diminuer. On a fait par support, en extérieur, donc les supports extérieurs, arbres et arbustes, les haies et au sol. Vous voyez, 36% quand même encore dans les arbres et arbustes. Hein. Au niveau de l'extérieur, c'est un cran en dominance dans les arbres et arbustes. 8% dans les haies au sol. Et puis en intérieur, donc ça fait moitié-moitié, hein, moitié à peu près. Tout ce qui est fenêtres et volets roulants, 6%, sous toiture 7%, petit abri. Et puis tout ce qui est à l'intérieur d'un bâtiment, on est à 22%. Voilà à peu près. L'année avant, on était en intérieur à 53%, oui, en gros, moitié-moitié, une année sur l'autre. Or, les premiers nids, on était tous en extérieur et toujours très haut. Vous voyez que ça a bien changé depuis une dizaine d'années. L'organisation donc 2023, qui a été validée par le comité de pilotage, on s'est réunis en février. Donc, un piégeage des fondatrices au printemps. L'intérêt du piégeage de printemps, on l'a vu, c'est de capturer le plus grand nombre de femelles qui sont fécondées, donc qui passent l'hiver. Elles vont commencer à élaborer le nid. Bon, il y a quelques petits combats de reines entre elles, mais si on ne fait rien et qu'elles continuent à développer son petit nid primaire, eh ben, il y aura un nid fécondé. Donc c'est les reines fécondées qu'il faut essayer de capturer. Hein. Donc l'efficacité, j'ai mis à Véry, c'est bien réparti sur l'ensemble du territoire. On a participé à l'étude menée par le Muséum de Paris et l'Institut de l'abeille d'Avignon de 2016 à 2019, donc on était le Morbihan, la Vendée et les Pyrénées-Atlantiques. On était en train de piéger, le Muséum dit il ne faut pas piéger, de toute façon vous piégez les plus forts, vous piégez les plus faibles, pardon, vous allez laisser les plus faibles, piéger va favoriser la multiplication. On était en train de piéger, on poussait aussi des apiculteurs qui en avaient marre un peu de voir leurs abeilles se faire bouffer. Et on avait constaté que sur le Morbihan, on piégeait, il y avait eu un peu moins de nids, les abeilles étaient un peu plus protégées. On s'est dit, on ne va pas écouter le muséum, on va étudier, c'est bien. Donc on va mettre le Morbihan dedans, mais on va élargir, mais avec un protocole bien défini. Donc on s'est appuyé sur des référents, on avait une dizaine de communes sur le Morbihan, on s'est appuyé sur les référents. Le référent a mobilisé la population et a donné des fiches de dotation, etc., de façon à recueillir le maximum de données. On a tout mis ça de 2016 à 2019 au muséum, donc il y a le statisticien qui a refait ça dans sa bécane. Et il en ressort, les premiers résultats, c'est dommage, c'est que c'est jamais sorti au niveau de la DGL, mais il en ressort que si on piège bien collectivement sur 4 années consécutives, on peut diminuer par 4 voire 5 en fonction de la densité de nids au kilomètre carré, on peut diviser par 4 voire 5 le nombre de nids. Donc est-ce que piéger collectivement, de toute façon on va voir comment il faut le faire, permet d'avoir moins de nids? Les premiers résultats de l'étude démontrent que oui. Ça veut dire pourquoi c'est pas sorti, effectivement, il y a eu sans doute pression. J'étais à la restitution des données, on était en visio, c'était en 2020, pas avec le Covid. Effectivement, le premier à réagir quand le statisticien dit, effectivement, quand on voit les résultats, ça rapporte quelque chose. Forcément, le muséum qui était plutôt contre, je comprends maintenant, puisque je dis, ouais, si vous lancez ça, dire que ça marche, les gens vont piéger à tout va, ils vont mettre des pièges toute l'année, ce qu'il ne faut pas, et il va y avoir un massacre sur les petits insecticides, on y reviendra. C'est pour ça qu'il y a une pression aussi du muséum. Et le résultat de cette étude est resté un peu dans le tiroir, mais on l'a vu. Et puis on a une commune pilote dans la matière, on est en train de se mettre en place sur d'autres. C'est Brec qui le mène depuis 2016, de 80 nids. Aujourd'hui, ils sont rendus à 20. Ils ont remonté un petit peu. Là. Ils sont passés à une petite trentaine de nids, une commune de 5-6 000 hectares. Donc ils maîtrisent beaucoup mieux les populations. Mais c'est un groupe d'agriculteurs qui mobilise la population pour faire un piégeage court avec des pièges sélectifs. Enfin, c'est super bien organisé. Et on a
on a sur Brex ce qu'on a sur l'étude départementale. Donc bien piégé permet d'apporter, mais il faut se mobiliser. On va voir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc l'efficacité, visiblement, ça apporte quelque chose de piégé. Deuxième moyen, ce qu'on disait, était d'utiliser un piège sélectif. Le plus sélectif, piège sélectif à 100%, on ne l'a pas, personne ne l'a. Soit fabriqué, comme ici, ou du commerce, essayer de prendre bien sûr le maximum de frelons, mais tout en limitant l'impact sur les petits insectes utiles. Alors certains en Iran, on voit les mouches, les petits boucherons, il y en a assez comme ça. C'est comme ça, je crois que nous, à chaque fois qu'on communique dans les communes, on se fait toujours, on a des mails un peu salés, des associations de protection de l'environnement, France Nature Environnement ou autres, qui nous tarabusent comment ça se fait que vous promotionnez du piégeage, etc. Vous allez tuer un tas d'insectes, dis donc, regardez ce qu'on préconise. On préconise un piégeage raisonné. Donc, un piège sélectif qui peut être fabriqué, on peut les acheter, on peut les fabriquer comme ça. Vous avez, je ne sais pas pensé à amener, mais sur le site de la FDG donc, de la Ragona, etc., FDG donc Morbihan, il y a Frelons asiatiques et il y a, vous pouvez télécharger comment fabriquer ce genre de piège. C'est pas très cher. Hein. Donc j'ai mis un petit bouchon de réduction à l'entrée, ici. C'est-à-dire, pourquoi j'ai mis un bouchon de réduction? Pour que les papillons et les frelons communs n'entrent pas. Alors certains vont dire, bah, les frelons ils piquent aussi. Tout ça dans un souci de raisonner, de faire plaisir un peu à tout le monde, il faut prendre du frelon, mais aussi les associations de protection de la nature qui nous tapent dessus. Aujourd'hui, pourquoi on dit qu'il ne faut pas piéger? C'est parce qu'on prend un tas d'insectes. On va faire en sorte d'utiliser un piège qui prend le maximum de frelons, mais un minimum d'insectes, comme ça on va essayer de contenter un peu tout le monde. Donc le bouchon d'entrée percé à 9, 10, 9,5, le frelon il rentre à 7. Après il ne faut pas le faire non plus trop serré. Certains disent, il faut mettre à 8. J'ai vu l'autre jour, j'étais aux réunions du syndicat des apiculteurs dimanche, le mec il a sorti un truc à 8. On va à 8, le frelon il s'allonge. Bon, il faut faire un piège sélectif, mais il faut quand même que le frelon asiatique il rentre dedans. Quoi, donc à 9,5, il rentre bien, et au moins les papillons et les frelons communs n'entrent pas. Après, pour éviter la noyade des insectes, parce que c'est pas le tout ici, mais s'ils tombent, vous n'avez que de la solution, vous n'avez pas de protection, bah, les insectes vont être noyés. Alors, ils vont regarder les petits trous de sortie que vous aurez fait ici à 5,5, mais ils ne pourront jamais les atteindre. C'est pour ça que j'ai mis des gravillons, mais ça peut être sur les pièges achetés des grilles, et vous mettez la solution, bien sûr, en dessous. Certains vont dire, si on en met dessus, bah, si vous mettez la solution en dessus des galets, ça ne sert plus à rien de mettre des galets. Les galets seront un reposoir, de façon à que les petits insectes ne se noient pas. Et puis, troisièmement, des petits trous de sortie à 5,5. Comme ça, les petits boucherons pourront partir. Qu'est-ce qui ne pourra pas repartir? Entre 5,5 et 9,5, bah oui, le frelon fait 7, donc il ne faut pas qu'il reparte, sinon ça ne sert plus à rien. Donc tous les insectes entre 5,5 et 9,5 ne vont pas repartir, on est bien d'accord. Mais bon, on ne prend pas d'omelette. Il faut casser des œufs. Et je rappelle, un nid de frelon non détruit, c'est entre 11 et 18 kilos d'insectes. Donc comme je l'ai dit au départ, comprenez maintenant, faites tolérer qu'on prenne un peu d'insectes, c'est pour une bonne cause. Si c'est fait collectivement, on peut diviser par 4 ou par 5. À vous de choisir. Moi je choisirais le piégeage raisonné, organisé, hein, et vous aurez moins de nids de frelons. Donc le piège, essayez de le rendre le plus sélectif. La date, c'est pareil, il y a trop de communication. Il est temps, sortez les pièges, allez-y, piégez, mettez du sucre, enfin de la bière dans une bouteille, et puis point. C'est court comme message. La personne va dire, piège, ça va être du jus, donc tout ce qui va rentrer va être noyé. Mais je le mets quand? Je le retire quand? Alors c'est le massacre. Donc c'est pour ça qu'on tape sur les fondatrices. J'ai dit tout à l'heure qu'à partir de juin, la fondatrice allait dans le nid secondaire, et elle ne sortait plus. Donc ça ne sert plus à rien. Alors, on va prendre, les gens sont contents. Ils prennent de plus en plus de frelons, mais des ouvrières en juin-juillet. Sauf qu'on fait un massacre sur les petits insectes. Et une ouvrière a une durée de vie d'1 mois, c'est pas très utile. Vaut mieux prendre 20 fondatrices au printemps, en avril-mai, que 200 ouvrières. Vous aurez moins de nids en prenant 20 fondatrices que si vous n'avez rien fait et que vous prenez 200 ouvrières, là c'est zéro. Donc, début avril à fin mai, fin mars, début avril, dès qu'on a 12-15 degrés, on voit que ça commence à sortir, là voilà, on pourrait presque sortir maintenant les pièges, mais pour limiter, pendant 2 mois, si vous êtes en piégé autour de chez vous, si elle est autour de chez vous, vous ne la prenez pas, voilà, 2 mois, c'est que vous n'arrivez pas à la prendre, et je vous dis, après, juin, elle va être dans le nid secondaire, c'est cuit. Donc, bien piégé, avec un piège aménagé, et surtout sur une période courte. L'emplacement, où est-ce qu'on va les mettre? Tiens, que je mets mon piège bientôt, vous avez dit quel type de piège, voilà. Et ben, les composteurs ménagers du sucre, on sait que la fondatrice va sortir d'hibernation, elle va chercher du sucre. On va les trouver près des composteurs, les arbres et arbustes en fleurs, les camélias, les pommiers en fleurs, on sait qu'ils vont aller butiner un petit peu, récupérer du sucre. On met son piège
pas trop loin, de façon à ce qu'elles rentrent dans le piège. Et puis, les ruchers pour les apiculteurs, on peut, hein, alors, c'est pas en période du printemps quand elles vont dans les ruches qu'elles vont faire des dégâts, c'est plutôt. Mais elles peuvent aller, et elles vont choisir d'ailleurs une ruche qui n'est pas très active pour aller chercher, rentrer dedans, chercher du sucre et se barrer. Là, on n'est pas l'été où ce sont les ouvrières qui chargent pour amener de la protéine. On peut avoir des fondatrices qui vont chercher du sucre auprès des ruchers. Donc on peut mettre, pour les apiculteurs, peuvent mettre aussi quelques pièges pour capturer un peu de fondatrices, mais c'est surtout particulier, on a déjà vu, pour aller autour des maisons, pour chercher à faire le nid primaire, c'est dans les villages, etc., que ça va être le plus. Donc mettez vos pièges dans les villages, bien sûr, mais auprès des composteurs, des arbres, des arbustes. On n'a pas conseillé, pour l'instant on n'a pas de capsule à phéromone. Il y a M. Darouzen d'Hydra de Tours qui est en train de travailler sur de la phéromone, mais la phéromone c'est pour attirer les mâles. Donc ils sont essayés de sortir une capsule à phéromone pour prendre à l'automne les mâles, le maximum de mâles, pour que, si on prend tous les mâles, et s'il n'a pas eu le temps de féconder les femelles, on aurait des femelles stériles et on n'aurait pas de nid. Alors là, il faut être sûr que quand on prend le mâle, il n'a pas fait l'affaire avec madame, c'est ce que je veux dire. Donc ça ne va pas donner grand-chose. Ça fait 10 ans qu'il est en train de travailler sur sa capsule à phéromone, je pense qu'elle sortira un jour, mais à chaque fois qu'on le voit, il oublie l'avance. Donc capsule pas, c'est bien, mais pour l'instant on ne l'a pas. Donc au printemps, à défaut de capsule à phéromone, on va mettre quoi dans les pièges qui marche le mieux? Il y a de la bière alcoolisée au sirop de fraise et de framboise, la bière du vin blanc au sirop de fruits rouges, c'est ce qu'on a. Donc c'est vrai que c'est pas sélectif, on attire un certain nombre d'insectes. C'est pour ça qu'il faut essayer de rendre le piège le plus sélectif. Ça peut être du panaché ou du vin blanc, ben voilà. Et cette solution doit être changée tous les 8-10 jours. Si vous laissez trop longtemps, vous ne prendrez plus de frelons, mais vous prendrez un tas d'insectes. On dit qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais pourtant, plus c'est en vinaigre, plus on attire les mouches. Donc il y a un moment, ça marche pas. Et là, quand vous 8-10 jours, ça permet de noter. Ça permettra de rendre des comptes. Sur mon village, moi j'ai piégé telle date à telle date. Tous les 10 jours, j'ai vidé, j'en ai pris tant. Ça permettra de faire une synthèse aussi sur la commune. Quand vous videz votre piège, nettoyez, etc., ne lavez pas votre piège. Comme les frelons ont commencé, elles ont laissé un peu de phéromones. Donc il est bon de laver son piège qu'à la fin. On vide, on comptabilise et on remet, même s'il est sale. Parce qu'on a commencé, au début c'est un petit peu long, et quand on a commencé à en prendre, c'est là qu'on va comprendre davantage, parce qu'ils sentent qu'il y a d'autres frelons qui sont rentrés dans le piège. Donc ne lavez pas vos pièges quand vous videz, tous les 8-10 jours, vous le laverez à la fin si vous voulez. Mais voilà, donc tous les 8-10 jours, changez la solution. Donc on commence en début avril à fin mai, ça fait donc 60 jours, 5-6 fois on change de produit, quoi. Alors, pareil, on dit, oh, il faut prendre de la bière brune, etc. La bière brune, elle coûte plus cher, mettez du bas de gamme. Le vin blanc, c'est pareil, on peut pas mettre un Gewürz stramien, c'est comme vous voulez, mais voilà. L'alcool, c'est pour repousser les abeilles, simplement. En général, la bière alcoolisée suffit, certains apiculteurs disent, bon, mais je ne mets pas de vin blanc, on va mettre un peu de vin blanc, mais en tous les cas, il faut un peu d'alcool pour que les abeilles n'entrent pas. Donc ça, c'est les recommandations. Et puis laisser quelques frelons, si on peut, attirer les autres, et je ne sais pas si je lis après, non. Plus ce sera organisé, le piégeage, encadré, plus ce sera efficace. Ça aussi, alors s'il y a des apiculteurs, je sais que l'autre jour, je suis bien au GDSA, au syndicat des apiculteurs, s'il y a des apiculteurs pour organiser le piégeage, donner un petit coup de main à Samuel, qui a déjà pas mal de travail, mais c'est bien, là, ce soir, il y a un message qui est passé, mais essayez aussi d'apporter ce qu'on aide, certaines communes distribuent des pièges, ou alors faire un atelier, je ne sais pas si tu interviendras là-dessus, de fabrication, essayez d'encadrer, et comme l'a fait l'Union, j'ai fait une réunion publique l'autre jour, il y a 70 personnes qui ont pris un piège, qui est financé par la commune, bref, et puis on a le nom, le téléphone, et puis il y aura une date de début, une date de fin, on va retourner les pièges, ça c'est organisé, ça me plaît, et je pense que là on devra avoir de l'efficacité. Donc essayez d'organiser au mieux le piégeage, ce sera d'autant plus efficace que tout le monde s'y met, mais en essayant maximum de respecter ce qui a été dit pour la fameuse entomophonutique. On s'est tellement tapé dessus par les associations de protection de la nature qu'il faut être rigoureux. Piéger du frelon, oui, mais limiter l'impact sur les petits insectes. Ça, c'est le premier moyen de lutte. On a vu que si on le fait bien collectivement, l'étude démontre qu'on peut diviser par 4 voire 5. Mais on ne va pas tout prendre. Je ne suis pas venu ce soir en disant piéger les frelons asiatiques, c'est la seule solution. Vous n'aurez plus dit, non, vous ne mettez pas ça, je n'ai pas dit, mais c'est un complément. Pour nous, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien taper, faire un bon piégeage, taper un maximum sur les fondatrices. Les petits nids primaires, c'est tout ça, il y aura moins de nids secondaires, c'est ceux-là les plus volumineux, les plus dangereux. Donc le nid primaire, il est réalisé, on l'a vu tout à l'heure, par la reine seule, donc ça va commencer bientôt, mars-avril. L'abri de jardin, les cabanons, les hangars, parce qu'ils ne résistent pas aux intempéries. Les nids secondaires, il peut pleuvoir. Vous voyez régulièrement des ouvrières en train de circuler, elles apportent une sorte de cire, il est imperméabilisé.
il commence à se dégrader à partir de décembre, janvier. On dit, ah, ça y est. Bah oui, parce que la colonie meurt progressivement. C'est du carton, hein. Du bois mort, une sorte de carton. Donc, quand il est perméabilisé, il ne prend pas l'eau. Quand il n'y a plus personne, il prend l'eau. Et c'est pour ça qu'il se dégrade. Là, il peut être fait à l'extérieur. La fondatrice, elle, va faire à l'intérieur parce qu'elle n'imperméabilise pas son nid. Donc, vous ne trouverez pas des fondatrices en plein milieu des bois. C'est toujours dans les centres-bourgs ou les villages. C'est pour ça que c'est là qu'il faut remettre des pièges. La destruction, alors on a aussi, cette année je vais refaire la communication, je vais faire au niveau des communes, c'est une petite fiche technique de qu'est-ce qu'un nid primaire, où est-ce qu'il peut être, et surtout comment bien le détruire. Important. Il ne faut pas se précipiter. Vous voyez un petit nid comme ça, il ne faut pas se précipiter. Il faut en tous les cas s'assurer, soit vous faites le soir, c'est coup de torche, allez dedans, c'est bon. Et d'ailleurs le soir en général, allez dedans. En pleine journée, en fait, ça dépend de la distance, mais 10 minutes, un quart d'heure, elle va venir fabriquer son nid. Soit vous faites ça en pleine journée, mais il faut s'assurer absolument que quand on détruit le nid, soit avec un bocal, soit avec une spatule, enfin n'importe, la fondatrice absolument soit dedans. Parce que sinon, et là, c'est la temps de fabriquer un nid primaire avec la fondatrice enlevée, c'est potentiellement un nid secondaire en moins. Là, des fois, une fondatrice capturée n'est pas forcément peut-être un nid en moins, ça je ne dis pas, mais un nid primaire enlevé, c'est un nid secondaire en moins, ça c'est clair. Donc, certains... On discute, je vais trouver un nid primaire. Ouais, tu l'as détruit. Ouais. Tu t'es assuré que la fondatrice, moi j'ai peur, j'ai pas regardé. J'ai écrasé le nid sans regarder si c'était dedans. Il faudra quand même observer, puisque si elle revient là, c'est bon. Mais si elle va ailleurs que tu vois pas, il va se développer. Qu'est-ce que tu auras dans 2 mois? Un gros nid beaucoup plus haut, beaucoup plus volumineux, beaucoup plus cher. Donc vous avez le temps, entre le moment où elle commence à construire son nid, je l'ai dit, puis que vous aurez les premières ouvrières, c'est 5-6 semaines. On dit qu'il faut attendre 5-6 semaines, avoir une base, et puis que ça commence à bouger, mais il n'y a pas le feu, il faut absolument s'assurer que la fondatrice est dedans. Donc ces 2 moyens, 2 leviers préventifs sont importants pour avoir moins de nids secondaires. Je crois que c'est le message que je veux faire passer ce soir. Un objet plat, un bocal, souvent un bocal, quand il est accroché à une panne, vous prenez un bocal, vous maintenez la pression, hop, et puis tant qu'il tombe dedans, vous observez quand même que au début, elle va essayer de voler un peu, puis hop, elle va aller sous le nid, puis hop, vite fait, mettez le bocal, quoi. Voir si vous avez peur, un objet plat, vous l'écrasez. Sauf si vous voulez voir un beau petit nid primaire dans un bocal, une fondation qui peut voler, vous pouvez le prendre avec un bocal. Sinon, si vous avez peur, pas de risque, un truc plat, et puis vous l'écrasez. Mais vous écrasez, vous êtes sûr qu'elle est dans le nid. Et puis le dernier, malgré ça, il y aura quand même des nids secondaires. On a réuni l'autre jour les désinsectiseurs en disant ça, on n'aura plus de boulot. Si, il y en aura encore du boulot, les gars. Mais ça permettra d'en avoir moins. Donc ce nid secondaire, on a vu réalisé par les ouvrières, dans le bâtiment, du sol à 30 mètres. Donc là, quand je vous dis nid primaire, vous pouvez y aller, vous êtes toute seule. Si vous avez vraiment peur, vous pouvez faire appel au référent, mais le nid secondaire, là, plusieurs centaines de milliers, n'y allez pas si vous n'êtes pas super bien protégé, je dirais, n'y allez pas du tout. Vous faites quand même après, parce que c'est une pluie de grêle, même les gars qui traitent les nids, des fois c'est un peu une pluie de grêle qui leur tombe dessus. La tenue, il faut qu'elle soit super bien fermée. Donc là, il faut laisser ça aux professionnels. On a dit après novembre, on ne conseille pas fortement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque les insectes présents, c'est les les ouvrières, vouées à mourir, ça ne sert plus à grand chose. Donc on leur demande de traiter plutôt le matin ou le soir, comme cette année, 2022, ils traitaient toute la journée. S'ils faisaient un nid le matin et le soir, ils n'auraient jamais pu tout. Alors on leur demande d'utiliser une poudre, soit de la pyrète naturelle, soit de la permétrine, et de laisser le nid une dizaine de jours de façon à ce que celles qui sont à l'extérieur reviennent en journée. C'est pas un effet répulsif, la poudre, et du coup ils se contaminent, et puis ils viennent 10 jours après, et puis il y a des jumelles, si ça bouge plus, ils défont le nid. Le décrochage du nid, voilà, c'est possible. Et puis on leur demande aussi, parce qu'on a une demande forte de nos partenaires, que les désinsectiseurs utilisent la pyrète naturelle, c'est un peu plus respectueux de l'environnement, c'est meilleur pour eux. Et parce que la permétrine, c'est une périphérinoride de synthèse, c'est chimique, la pyrète est quand même nettement moins polluante, etc. Donc on leur demande fortement d'utiliser de la pyrète. Alors c'est un petit peu plus cher, il y a un peu plus d'échecs, et les cannes se bouchent un peu plus. Les cannes, ils ont une canne et puis un tuyau qui amène le produit au nid, ils ont un peu plus de problèmes. Donc certains, il y a une bonne moitié chez nous qui le font, puis d'autres, ils font un peu des deux, mais voilà. On ne va pas leur dire que la permétrine, c'est un produit autorisé, mais on leur demande quand même d'utiliser un produit un petit peu plus respectueux quand même de l'environnement. Donc on a une liste de désinsectiseurs, ce que j'ai dit, donc il y a 31-2022, il est en train de la faire pour 2023, il y a 32 désinsectiseurs qui ont signé la charte, il y en a un qui a arrêté, puis on a deux nouveaux. Et donc l'objectif du référencement, donc ces documents seront envoyés à toutes les mairies, les référents et les communautés de communes, ça permet d'avoir des personnes qui ce sont des professionnels qui ont une certification, un certificat civil, une responsabilité civile bien sûr, c'est une obligation.
et puis qui respectent, je vous l'ai dit tout à l'heure, des tarifs avec nous, enfin, de façon que ce soit cadré. Ils signent donc une charte avec nous de bonnes pratiques donc, de destruction. Donc voilà un peu les méthodes donc, de lutte. Juste, pratiquement fini, frelon asiatique, frelon oriental, juste pour dire, on a à peine fini sur notre frelon asiatique, vous avez sans doute entendu parler du frelon oriental qui vient du pays du Maghreb, qui est des détecteurs 2021 à Marseille, où ils ont descendu 2 nids, d'après Quentin Rome, c'est ce qu'ils ont descendu. En 2022, ils ont trouvé autour, ils ont descendu une douzaine de nids, ça s'étend. Voilà. Donc voilà un peu, on n'en a pas chez nous. Il y a une suspicion sur une commune pas très loin, j'ai mis des pièges, mais je pense qu'il va confondre. J'ai mis une dizaine de pièges en observation, mais ça peut, il peut rentrer dans un camion, une livraison. Et de Marseille, il peut venir sur le Morbihan assez rapidement. Bon, pour l'instant, j'attends de voir, pas la peine d'affoler. Mais celui-là aussi est agressif envers les abeilles également. Donc ça ne va pas arranger les choses. Et je pense que s'il y a eu 2 nids en 2022 et 12 en 2023 sur le secteur de Marseille, je m'étonnerais qu'il va se cantonner jusqu'à Marseille. On risque d'avoir, j'espère le plus tard possible, mais un autre envahisseur et puis un autre insecte qui attaque encore les abeilles. Donc, voilà, c'était juste une petite apartie sur le frelon oriental. On en a un petit peu entendu parler. Vous étiez au courant ou pas? Non, pas entendu parler. Bah, c'est vrai que nous, dès qu'on voit frelon, on y va. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est en train de... Il y aurait quoi? Il y a une suspicion sur le Morbihan, mais j'attends de voir. Vu la description après, je lui ai dit, il m'a parlé qu'il y avait des bandes noires. Je pense que qui dit bande noire dit pas frelon oriental. Il y a la guêpe de buisson, il y a la guêpe de terre, il y a différents types de guêpes. Je pense plus qu'il va confondre avec un nid de guêpe. Mais j'ai mis quelques pièges, je lui ai dit, dès que tu prends vraiment que tu sais pas ce que c'est, tu m'envoies une photo, je pense pas que c'est du frelon oriental. Voilà.